Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue mes chers confrères dans un autre cours, toujours dans le module d'infectiologie. Notre intitulé aujourd'hui c'est les infections nosocomiales. Nosocomiales veut dire que ce sont des infections qui surviennent pendant ou bien à l'intérieur du milieu hospitalier. Et notez bien que ces infections sont plus graves que les infections communes. C'est le cours de Dr Zoubara. Les liens sont toujours disponibles dans la description. N'oubliez pas d'abonner, laissez vos commentaires, laissez vos questions et on commence. Les objectifs pédagogiques de ce cours, c'est de déterminer les agents infectieux en cause dans les milieux hospitaliers. Vous devez savoir quels sont les agents infectieux répandus dans les infections nosocomiales, faire le diagnostic d'une infection nosocomiale, bien sûr décrire le principe des traitements. Donc c'est un cours facile et il a une grande importance dans votre carrière. Commençons par l'introduction. Donc à l'hôpital, notez bien qu'il y a le risque d'infectieux est omniprésent. Donc dans l'hôpital, c'est pas un milieu stérile. Donc vous pouvez avoir des infections nosocomiales ou bien des infections hospitalières. Ce risque est variable et sa gravité également va être variable selon l'état du patient, selon les comorbidités, comme on va détailler dans les plaques suivantes. Donc, les infections nosocomiales, plus il y a le risque dans l'hôpital, maladies professionnelles, là c'est le personnel professionnel de santé qui est exposé aux accidents exposant au sang. Ça, on va voir dans le TD, des accidents exposant au sang. Mais notre but aujourd'hui, ce sont les infections nosocomiales. Souvent, ces infections sont dues à des bactéries qui sont résistantes. Ça, c'est le malheur, ça, c'est le point fort de ces bactéries-là qui sont résistantes, posant un problème thérapeutique de santé publique. Donc, ces bactéries-là ont vécu déjà longtemps dans les milieux hospitaliers qu'ils ont déjà acquis une résistance aux multiples antibiotiques. Parfois, on voit des bactéries qui sont multi et plurirésistantes. Donc, bien sûr, la mortalité de ces infections nosocomiales est présente fortement. Maintenant, c'est quoi une infection nosocomiale ou bien IN? La définition, l'infection nosocomiale est une infection qui est acquise dans un établissement de soins au moins 48 heures après l'admission. Donc, on ne peut pas parler d'une infection nosocomiale si le patient est juste en train d'entrer en ambulatoire. Là, l'infection va survenir 48 heures après l'admission. Parfois, le patient a des complications dès le moment qu'il arrive à l'hôpital. Là, on n'est pas en train de parler d'une infection nosocomiale. Là, ce sont des complications qui ont dû à d'infections précédentes. L'infection nosocomiale, c'est l'infection qui survient pendant la durée où le patient est admis à un niveau hospitalier. Donc, ces 48 heures délai-là, vous gardez ça en tête dans le cadre d'une prise en charge, soit diagnostique, thérapeutique ou bien préventif. Parfois, le patient est venu pour une vaccination, il va sortir avec une infection nosocomiale. Donc, cette infection, elle n'est ni présente à l'admission, ni en cours d'incubation à l'admission, bien sûr. Si un patient est dans la phase d'incubation d'une infection récente ou bien infection précédente, il va se manifester au niveau de l'hôpital. Comme je vous ai dit, ça, c'est pas une infection nosocomiale. Ça, c'est la manifestation d'une infection précédente ou bien ancienne. Donc, il y a des cas particuliers. Donc, ce délai de 48 heures peut s'allonger dans les cas suivants. Donc, on peut parler d'une infection nosocomiale jusqu'à un mois après une intervention chirurgicale. Bien sûr, les interventions chirurgicales ont des complications multiples. On peut noter une infection nosocomiale sur chirurgie jusqu'à un mois. L'infection du site opératoire, c'est le ISO, c'est de l'infection du site opératoire. Elle peut survenir même au bout d'un mois. Donc, dans le premier cas particulier, c'est la chirurgie. Ces infections-là ont le délai d'un mois pour être notées comme infection nosocomiale. Le deuxième cas, jusqu'à un an, ça, ce sont les prothèses et les implants. Ils tendent à s'infecter
à streptocoque, comme on va voir. Le strepto a une affinité très haute aux prothèses et aux valves cardiaques, ou bien les implants, toute implantation métallique, ou bien un corps étranger qui est administré au corps humain pendant la chirurgie, ça a un délai. Notez bien, c'est d'1 an pour être considéré, ou bien dans la totalité de 7 ans, s'il y a une surinfection, ça est considéré comme une infection nosocomiale. Donc, notez bien la définition. Il ne faut pas sous-estimer les définitions et les critères et les durées. Tout ça, c'est essentiel. Ce sont des questions fréquentes d'examen. Donc, tous les cours sont importants. Il ne faut pas sous-estimer un cours ou bien un titre ou bien un chapitre. Quelle est l'origine de ces infections nosocomiales? Donc, ça, c'est facile. L'origine, il est double. Soit il est endogène, soit il est exogène. Lorsqu'on parle du terme endogène qui est indiqué en gras premièrement, donc c'est la personne soignée s'infecte à partir de sa propre flore. Donc c'est l'auto-infection. On peut dire l'origine endogène ou bien c'est l'auto-infection. C'est des germes qui vivent sur la peau qui vont être introduits à l'intérieur du corps, soit accidentellement, soit à une asepsie qui est pas adéquate ou bien insuffisante. Donc tout ça entre dans les origines endogènes. Soit va être l'origine exogène, ça c'est la transmission croisée. Il faut lutter contre dans les milieux hospitaliers. C'est une infection directe par le manuportage qui peut être soit du personne soignée ou bien le soignant. Ces deux-là peuvent transmettre la maladie soit du patient vers un autre patient ou bien le soignant qui peut transmettre la maladie entre les patients s'il n'a pas d'hygiène ou bien des mesures d'asepsie qui sont adéquates ou bien suffisantes. Donc ça nous fait rappel à l'importance de l'asepsie, le porte de gants, comme on va voir dans la prévention. Donc, gardez-vous en tête, le patient peut transmettre la maladie à un autre patient par contact, mais on n'oublie pas le rôle du soignant qui, à cause d'une asepsie ou bien hygiène qui est insuffisante, va transmettre la maladie entre ces patients-là. Donc le médecin peut être le transmetteur de la maladie ou bien des infections nosocomiales. Donc faites attention. Ou bien peut-être indirect à partir d'un réservoir situé dans l'environnement, soit des dispositifs médicaux, l'eau, l'air, les surfaces, l'alimentation, les linges, les lits. Là, on est en train de parler de l'hygiène du instrument hospitalier ou bien des équipements hospitaliers. Donc, pour éliminer ces infections nosocomiales qui sont morbides et mortelles, donc on va voir dans la prévention, c'est l'hygiène personnelle, plus l'hygiène des établissements ou bien des matériaux hospitaliers. Ça, c'était l'origine des infections nosocomiales. J'espère que c'est clair. Donc, quels sont les agents infectieux qui vont causer ces infections nosocomiales? Donc, ils sont les fameux. Ils se répètent toujours. Donc, gardez-vous en tête que les bactéries représentent 90% de ces agents infectieux. Et comme je vous ai dit, ils ont une résistance aux antibiotiques, une multirésistance, une polyrésistance. Donc, 90% des infections nosocomiales sont représentées par les infections bactériennes. Ces bactéries-là, il existe 3 espèces qui sont les plus fréquentes, isolées. Donc, vous devez garder ces 3-là en tête. C'est une question très fréquente d'examen. Vous devez le garder en tête en tant que médecin pour lutter contre ces 3 agents pathogènes. C'est le fameux Staphylococcus ou bien le Staphylococcus aureus. C'est de l'Escherichia coli, le premier agent pathogène d'infection urinaire. Et bien sûr, le Pseudomonas aeruginosa. On va voir, c'est une bactérie tellurique qui est résistante presque à tous les antibiotiques sauf la colistine. Donc ce Pseudomonas, il n'est sensible qu'à un seul antibiotique malheureusement. Il a de multi-résistances au bêta-lactamine, au macrolide et ainsi de suite. C'est seul colistine qui est efficace sur ce Pseudomonas aeruginosa. Donc ces 3 agents pathogènes sont les 3 fameux les plus répandus dans les infections nosocomiales.
retenez ces trois-là en tête, retenez-les par cœur. C'est le Staphylococcus, c'est de l'Escherichia coli et le Pseudomonas aeruginosa. Ça, c'est des infections bactériennes, c'est la majorité des infections nosocomiales. Maintenant, les virus, ils représentent 2 à 5% des infections nosocomiales. Donc, sont pas très vastes comme les bactéries. On a le virus respiratoire, ou bien les digestifs, c'est le rotavirus, ou bien en période d'épidémie, c'est le virus de l'hépatite B, C. On a le VIH, le cytomégalovirus et la liste s'étend. Donc, les virus aussi peuvent être une cause d'infection nosocomiale, mais pas comme l'importance de ces bactéries. Ces trois agents, comme on a cité ci-dessus, vous devez les retenir. Maintenant, les champignons aussi peuvent être, mais c'est rare, c'est 5% des cas. On a le candida, le candidose ou l'aspergillose, comme on va voir. Parfois, c'est une parasite, mais c'est plus rare. C'est la gale ou bien les poux. Je vous invite à consulter la playlist de parasitologie pour plus d'informations sur ces ectoparasites. Maintenant, les agents transmissibles non conventionnels, ils s'appellent les prions, mais impossibles à évaluer. Donc, les prions, ce sont des substances inertes, mais ils sont capables de provoquer des infections nosocomiales ou bien des complications. Mais gardez-vous en tête que les bactéries sont les plus répandues dans les infections nosocomiales. C'est le Staphylococcus, c'est l'Escherichia coli et le Pseudomonas aeruginosa. On a l'exemple, la flore du patient, c'est de l'Escherichia coli. On a la flore personnelle ou des autres maladies, c'est le manéportage. On a l'infection au SARM. SARM veut dire Staphylococcus aureus, résistant à la méticilline. Sur un cathé vasculaire, donc un cathé s'il y a une mauvaise asepsie, va transmettre du Staphylococcus méticillino-résistant et ce SARM-là pose un problème aux résistances aux antibiotiques. Les infections urinaires à Klebsiella pneumonia, c'est une bêta-lactamase. Bêta-lactamase veut dire c'est une bactérie qui sécrète du bêta-lactamase qui va dégrader les noyaux bêta-lactam des bêta-lactamines, donc ils sont résistants aux bêta-lactamines malheureusement. Ou bien la Klebsiella pneumonia qui va être retrouvée dans les selles et ça va causer des infections urinaires, surtout chez les femmes si l'hygiène n'est pas adéquate. Dans l'environnement ou bien les bactéries telluriques, c'est dans l'eau, c'est le pseudomonas et les légionelles. C'était quelques exemples sur quelques agents pathogènes, mais gardez-vous en tête les séquelles là sont néfastes. Ces bactéries sont multirésistantes aux antibiotiques. J'espère que c'est clair jusqu'au moment. Donc là, on va noter la notion de bactéries multirésistantes et des bactéries multirésistantes émergentes. Donc ce qui caractérise ces bactéries-là, soit ils sont des bactéries multirésistantes qui existaient précédemment, ou bien des autres souches qui sont émergentes. Ils sont à deux priorités. On a la priorité critique. Là, ils sont très résistantes. La priorité deuxième élevée ou bien la priorité moyenne. Donc, concernant les agents critiques, c'est l'Acinetobacter baumannii, le Pseudomonas aeruginosa et les Enterococcacées. Là, ce sont des bacilles à Gram négatifs qui sont très résistantes aux antibiotiques. On a vu ce cours-là dans le troisième année ou bien la playlist de bactériologie dans le cours des bacilles à Gram négatifs. Je vous invite à voir ces agents pathogènes bien détaillés. Ce qu'il faut noter de ce diapo-là, c'est que ces bactéries ont une multirésistance ou bien sont des bactéries hautement résistantes émergentes qui est due à la malutilisation des antibiotiques. On a vu ça dans le cours de la résistance aux antibiotiques. Je vous invite aussi à le consulter. Il est dans la playlist toujours de bactériologie. Là, c'est un rappel. Une BMR veut dire une bactérie multirésistante, mais on sait ça déjà beaucoup. Mais et les bêta-lactamases ou bien les entérobactéries productrices des bêta-lactamases,
ils ont une résistance au bêta-lactamine. BHE veut dire une bactérie hautement résistante qui est émergente. Ce sont des nouveaux souches qui ont gagné ou bien obtenu la notion de multirésistante. Maintenant, les facteurs qui vont favoriser ces infections nosocomiales. Il existe des facteurs qui sont liés au patient lui-même, des facteurs de risque liés des soins ou bien des interventions, et les facteurs qui sont liés à l'agent infectieux lui-même. Ça, c'est facile. On a déjà parlé de ces titres-là précédemment. Concernant les facteurs de risque liés au patient, c'est le sexe. Donc, le sexe masculin a, a un risque élevé d'attraper des infections nosocomiales que le sexe féminin. L'âge avancé, supérieur à 60 ans, ou bien le patient très jeune, c'est le nouveau-né. Donc, on est en train de parler d'état de comorbidité ou bien d'immunodépression. On sait toujours bien que les personnes âgées et les nouveau-nés ont un système immunitaire qui est, on peut dire, affaibli. C'est le terrain défavorable. Donc, les grands brûlés et les polytraumatisés, ils sont déjà dans un état comorbide, ils peuvent être exposés au risque d'infection nosocomiale facilement. Ils sont dans des états cliniques. L'immunodépression, bien sûr, le VIH, la chimiothérapie, la corticothérapie et les immunosuppresseurs. Tout ça va favoriser les infections nosocomiales. Ils vont donner une immunodépression provoquée. Les terrains de comorbidité, bien sûr, c'est les diabètes, l'obésité et la dénutrition. Tous ces facteurs-là vont influencer l'état immunitaire du patient. Tout ce tableau-là va favoriser les infections nosocomiales. C'est clair, c'est facile. Ce sont des facteurs liés au patient. Maintenant, il existe des facteurs de risque qui sont liés aux soins ou bien aux interventions. C'est quoi ça? Ce sont les expositions à un dispositif invasif, le sondage urinaire, les cathéters vasculaires, tous ces gestes invasifs-là ont le risque de faire entrer les germes cutanés à l'intérieur du cellule. Donc, devant un geste invasif, la règle c'est de l'asepsie totale, rigoureusement, avec l'hygiène qui est rigoureuse. Donc, ces gestes invasifs, l'intubage, les sondages, tout ça, tout geste invasif fait le patient ou bien entre le patient dans un état de faiblesse ou bien de vulnérabilité contre ces infections nosocomiales. L'intubation orotrachéale ou bien la trachéotomie ou bien l'endoscopie, tout examen ou bien tout acte chirurgical invasif, on est en train de répéter, favorise les infections nosocomiales. Parfois, certains traitements antibiotiques qui vont donner le déséquilibre de la flore intestinale. Cette flore intestinale joue un rôle très important dans la protection du corps humain contre les agents infectieux. Ça nous fait rappel au cours de la flore intestinale, toujours dans la playlist de bactériologie. Donc vous voyez que la bactériologie est présente là dans ce cours fortement. Et les bactéries résistantes, le traitement immunosuppresseur, tous ces gestes-là sont liés à des interventions vont favoriser l'infection nosocomiale. En dernier lieu, les facteurs de risque qui sont liés à l'agent infectieux, c'est la virulence de la souche. On a vu qu'il y a certaines souches ou bien certains sérotypes qui sont plus virulents, ils ont un pouvoir de sécréter des toxines, des endotoxines. Je vous rappelle, je vous invite à consulter la diphtérie et la typhoïde et la choléra. Vous allez voir la notion de la virulence de la souche là. Et bien sûr, la résistance aux antibiotiques qui pose un problème majeur de santé publique. Maintenant, on va passer à la fréquence des infections nosocomiales. Donc, ces infections nosocomiales sont plus fréquentes dans les services de réanimation. Regardez ce titre-là. Notez bien ces notions-là que je suis en train de détailler. Ce sont des questions fréquentes d'examen. Ou bien les patients sont déjà fragilisés par leur maladie. Ils sont ventilés, sondés, perfusés. Donc, vous voyez un patient qui est vulnérable. Les bactéries vont s'approfiter de cet état de vulnérabilité et ils vont
contaminer ou bien infecter ce patient-là. C'est perfusé plutôt qu'en service médical, par exemple. Donc, vous voyez que la réanimation a des chances d'avoir des infections nosocomiales plus qu'un service médical ou bien ambulatoire. Ou bien les actes invasifs sont moins fréquents ou par rapport les patients qui sont accueillis sont généralement moins fragiles. Donc, dans l'ambulatoire, les patients sont de bonne santé, ils se comportent bien, il n'y a pas de gestes invasifs, pas comme dans la réanimation. Donc, gardez-vous en tête où s'existent ces infections nosocomiales, ici existe au niveau du service de réanimation et de soins intensifs. Gardez cette notion-là, peuvent être une question d'examen. On a par exemple dans la France, en France, le taux de prévalence globale est de 5 à 6%. Pour ça, on va noter quelles sont les infections les plus fréquentes. Notez bien que la première ou bien la majorité des infections sont des infections urinaires. Je répète, la majorité, le grand pourcentage des infections nosocomiales, ils sont dus à des infections urinaires. On est en train de parler de la fameuse Escherichia coli là. Donc, c'est le sondage urinaire qui représente 30% des infections nosocomiales. L'agent le plus répandu, là, je répète, c'est de l'Escherichia coli. Premier plan, ce sont les infections urinaires. En deuxième plan, c'est la pneumopathie. Ce sont les infections respiratoires. Ils sont le deuxième en fréquence, mais ils sont gardés ça en tête les premiers concernant la gravité. Donc, le taux de mortalité élevé et le taux de sévérité, il répond aux infections pulmonaires ou bien respiratoires. Donc, ce sont les deuxièmes dans la fréquence, mais le premier dans la virulence et de la mortalité. Après cela, on va voir les infections des sites opératoires, les infections de la peau et du tissu mou, les bactériémies, et en dernier lieu, ce sont les infections sur cathéter centré et périphérique. Donc, je répète, vous devez garder ça en tête. En premier lieu, ce sont les infections urinaires qui sont les plus fréquentes. Deuxièmement, c'est les infections respiratoires, ils sont où le taux de mortalité est le plus élevé. Les infections du site opératoire, les infections de peau et du tissu mou, les bactériémies, n'oubliez pas ça. La bactériémie est présente dans les infections nosocomiales et bien sûr les infections sur cathéter central ou bien périphérique, si la sepsie n'est pas respectée. Non, comment faire un diagnostic d'une infection nosocomiale? C'est facile. Il repose sur les critères cliniques, biologiques, microbiologiques et radiologiques. Donc, commençons par les titres. Le premier titre, c'est les infections nosocomiales urinaires les plus répandues. Donc, les critères cliniques, ça va commencer avec des symptômes généraux ou bien locaux, amputés à l'infection urinaire en absence d'autres causes reconnues. Au moins un des signes suivants va être présent. C'est la fièvre qui est supérieure à 38, impériosité mictionnelle, pollakiurie, brûlure mictionnelle et douleur suspibienne en absence d'autres causes d'infection ou non. Ça nous fait appel aux infections urinaires. Il existe une spécificité gériatrique. On peut avoir des aggravations du statut mental ou de la dépendance, apparition ou aggravation d'une incontinence sans une autre cause trouvée. Donc, les critères de l'indication ou bien d'orientation vers les infections urinaires sont très faciles. Ce sont des troubles mictionnels, impériosité mictionnelle, des pollakiuries, brûlures mictionnelles et de douleurs suspipiennes. Ça va nous orienter vers une infection nosocomiale urinaire. Concernant les critères microbiologiques, gardez ça en tête dans les infections nosocomiales, l'examen de choix, l'examen de certitude, l'examen le plus fidèle, c'est le CBU, c'est l'examen cytobactériologique des urines. Notez cette phrase-là en tête, ça peut être une question d'examen. Le CBU est l'examen de choix pour détecter les infections nosocomiales d'origine urinaire.
Sans sondage urinaire, on va voir des leucocyturies qui sont supérieures à 10 000 éléments par millilitre avec une uroculture positive. Si on a une sonde urinaire, donc au cours ou bien dans les 7 jours précédents, l'uroculture va être positive et les leucocytes ont son valeur car on est en cas de sondage. Donc en cas de sondage, gardez bien en tête, on va introduire des germes du milieu extracellulaire vers la vessie. Là, les leucocyturies sont aucune valeur diagnostique. On va pas baser sur l'uroculture. Donc, dans le sondage, la leucocyturie, elle est causée par l'introduction de la sonde elle-même dans les voies urinaires. Donc, ces leucocyturies-là sont dues à notre geste invasif. On doit revenir à l'uroculture. C'était les infections nosocomiales urinaires qui sont fréquemment causées par l'Escherichia coli. Notez cette mention-là bien. Et ce sont les infections les plus répandues. Deuxièmement, les infections du site opératoire. On a les désinfections superficielles ou bien des infections profondes. Les infections superficielles, premièrement, on a un écoulement purulent. Deuxième cas, on peut avoir des micro-organismes isolés par la culture obtenue de façon aseptique associée à des polynucléaires neutrophiles à l'examen direct. Le troisième cas, l'ouverture par le chirurgien et les signes inflammatoires et micro-organismes isolés par la culture. Là, la culture, elle est non fiable. Donc, si on récapitule les infections superficielles, on doit noter d'un écoulement purulent et des micro-organismes qui sont isolés par la culture. Parfois, ces infections vont être profondes dans de l'organe espace. Ça, on va avoir de l'écoulement purulent, mais on va avoir des abcès qui sont profondes, qui vont être causés soit par une réintervention, ou bien un examen histopathologique, ou une imagerie ou radiologie interventionnelle. Ça va causer ces abcès-là. Donc, le site opératoire peut s'infecter superficiellement et profondément par des abcès. Ça, c'était brièvement les infections du site opératoire. Gardez-vous qu'il y a deux types, c'est superficiel ou bien peuvent être profondes. Ce sont des abcès dus à intervention chirurgicale. Troisièmement, la bactériémie ou bien la fongymémie nosocomiale. Le terme bactériémie veut dire l'existence de bactéries dans le sang. On a vu ces critères-là toujours en troisième année dans la playlist de bactériaux. Au moins, on doit faire une hémoculture positive qui est justifiée par les signes cliniques qui vont nous orienter vers une bactériémie ou bien une fongymémie. Ça, c'est le cas des souches qui sont infestantes ou bien qui sont pathogènes. Mais pour les micro-organismes qui sont commensaux, si on suspecte une infection par un agent commensal, donc là, on va utiliser deux hémocultures. Ils doivent revenir positives avec un intervalle de 48 heures sur deux sites de ponction différents. Donc si un agent qui est directement pathogène, une seule hémoculture est suffisante, notez ce terme-là, ça peut être une question d'examen. Une seule hémoculture est suffisante pour déterminer une infection nosocomiale à un agent pathogène ou bien une espèce qui est directement virulente ou pathogène. Si on est en train de parler d'un agent qui est commensal, là on doit faire deux hémocultures à deux sites différents avec un intervalle de 48 heures pour confirmer la bactériémie ou bien la fongymémie nosocomiale. Donc, la troisième infection nosocomiale, c'est de la bactériémie. Elle est confirmée par, notez ça bien en tête, c'est de l'hémoculture. Vous devez garder en tête quel est l'examen de choix pour déterminer ou bien pour faire le diagnostic de certitude
de ces types-là. Donc, on répète, dans la bactériémie, c'est l'examen de choix, c'est de l'hémoculture. Dans les infections urinaires, c'est le CBU. Ne pas confondre entre les notions. Maintenant, les infections pulmonaires ou bien respiratoires, les pneumonies nosocomiales, ce sont les plus graves. Ce sont où le taux de mortalité est très élevé. Avec des signes, premièrement, on a des signes radiologiques qui nous indiquent vers la pathologie. On a au moins une fièvre, leucopénie ou bien hyperleucocytose, des sécrétions purulentes du tout, dyspnée. À l'auscultation, on va voir l'aggravation du gaz du sang, une désaturation. Donc là, on va évoquer le diagnostic d'une pneumonie nosocomiale. Et chez un patient qui est hors d'une ventilation mécanique, on peut suspecter la pneumopathie, qui est une complication fréquente pendant les pneumonies nosocomiales. Et on va nous aider à la bactériologie des crachats ou l'examen non quantitatif des sécrétions bronchiques. Ça peut nous orienter aussi vers une pneumonie nosocomiale. Ça, c'est le premier cas où la pneumopathie est possible. Le deuxième cas, c'est où la pneumopathie est certaine ou probable. On va nous aider à un examen bactériologique protégé. Le liquide broncho-alvéolaire, les cellules bronches sont élevées. L'examen bactériologique non protégé, on va voir des sécrétions bronchiques qui sont supérieures à 10 puissance 6. On peut utiliser des méthodes microbiologiques alternatives. C'est l'hémoculture, la culture positive du liquide pleural, la culture d'un abcès pleural ou pulmonaire et un examen histologique du poumon. Ça va nous orienter aussi en cas de pneumopathie vers une pneumonie nosocomiale. Maintenant, la dernière infection, ce sont les infections liées au cathéter, quel que soit, ou bien un cathéter veineux central. Là, on va voir une bactériémie ou une fongiémie qui est liée à un cathéter veineux central dans les 48 heures, encadrant un retrait. Ça va nous orienter s'il y a une bactériémie, ça nous fait appel au retrait de ce cathéter pour ne pas aggraver la situation. Là, c'est la culture qui va être positive et la mise en évidence des micro-organismes. Et gardez bien en tête que ces infections liées au cathéter peuvent être locales ou bien peuvent être généralisées. Qui est le critère de gravité. Donc, on peut avoir des infections locales liées au cathéter au site de ponction ou bien ils peuvent être généralisés et disséminés. Bien sûr, on va noter une bactériémie et ou bien une fongiémie dans les 48 heures. La culture va être positive. La mise en évidence de ce micro-organisme va être positive aussi. Donc, en face d'une infection liée au cathéter qui est locale, là, c'est la culture qui va revenir positive avec une présence de pus qui va nous indiquer à la localisation de cette infection. Si c'est le cas d'une infection liée au cathéter qui est générale, la culture va revenir positive et l'ablation de ce cathéter-là va faire la régression de la fièvre. Ce qui va nous indiquer que la cause de cette infection était liée à ce dernier cathéter. Donc si on récapitule, les infections liées, bien les infections nosocomiales peuvent être urinaires, c'est 30% des cas, ou pulmonaires, c'est 15% des cas, mais les plus virulents et les plus graves peuvent être une infection du site opératoire qui peut être superficielle ou profonde, peuvent être des bactériémies primaires ou bien des infections qui sont liées à un cathéter central ou bien périphérique. C'était la première partie de ce cours. On a vu les différentes infections nosocomiales. Dans la deuxième partie, on va voir le traitement et la prévention contre ces infections nosocomiales. Je vous dis merci pour votre attention
N'oublie pas d'abonner pour recevoir les prochains cours. On se rencontrera prochainement, Inch'Allah. Bon courage.